Bienvenue dans The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Je suis Frédéric Nolf et je tends le micro à des leaders qui ont des choses à dire. On parle d'expérience, de conviction et de comment ils font bouger les lignes. Nous recevons aujourd'hui Frédéric Pagnier, le patron des patrons wallons. Il est le Chief Executive Officer de ACT for Wallonia. ACT, c'est à la fois le nouveau nom de l'Union wallonne des entreprises, c'est-à-dire l'organisation qui représente les entreprises wallonnes et défend leurs intérêts auprès du gouvernement, et qui se donne pour mission sociétale de promouvoir le redressement socio-économique de la Wallonie dans une visée durable et de manière partenariale avec l'ensemble des acteurs de la société wallonne. ACT est aussi depuis 2024 dans une alliance avec les chambres de commerce et d'industrie qui sont présentes localement dans chaque province de Wallonie et qui organisent, structurent et accompagnent par un ensemble de services les entreprises au niveau local. ACT représente plus de 10 000 entreprises et plus de 50% de l'emploi privé wallon. Frédéric, c'est une fine gâchette qui a d'abord mené une carrière académique dans le droit et l'économie, en Belgique et aux États-Unis. Il a ensuite exercé en tant que consultant stratégique avant d'être propulsé dans son rôle actuel. Visionnaire, c'est un leader d'une rare vivacité, clairvoyant et doté d'une grande curiosité. Il allie fun et rigueur, peut aisément sauter d'un sujet à l'autre, voler à haute altitude ou plonger dans le fond d'un dossier. Nous parlerons d'intelligence humaine, d'intelligence artificielle, d'intelligence collective, de culture du feedback, de santé mentale et de bien d'autres choses encore. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires TransSearch et Q7 Leader. Je vous en souhaite une excellente écoute et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Frédéric Pagnier, CEO d'ACT for Wallonia. J'ai eu plusieurs vies. J'ai d'abord commencé avec un parcours très académique. Je viens d'un monde assez académique à la base et donc j'ai fait beaucoup d'études. Mais j'étais animé depuis très jeune par la volonté de contribuer à mon pays, à ma région. Et donc je partais avec la croyance, qui vient aussi du fait que j'ai des parents juristes, que pour changer ma région, il fallait réformer le secteur public. Et pour cela, il fallait maîtriser le droit, qui est l'outil des pouvoirs publics. Et donc j'ai étudié le droit. Et puis au bout de 5 années de droit, je me suis rendu compte que si je voulais changer la société, il fallait savoir non seulement comment changer les lois, mais que faire avec. Et j'ai alors étudié la sociologie et l'économie. De fil en aiguille, au bout de l'économie, je dis: «Mais tu n'as fait que gratter la surface au bout de ton master». Et donc je suis parti pour faire un doctorat durant 5 ans, parce que ça dure en termes de doctorat aux États-Unis, en économie, qui est une expérience très riche pour moi, parce que j'ai vraiment acquis un appareil intellectuel qui permet de comprendre comment fonctionne le monde économique. Et puis j'ai eu ma deuxième vie, puisque j'ai fini mes études et je me suis dit, j'ai envie d'agir, j'ai pas envie de faire que de la recherche. Et deux, je me rends compte que je sais maintenant plus ou moins quoi faire en termes socio-économiques, mais je ne sais pas encore comment changer une organisation. Et donc j'ai eu la chance de rejoindre McKinsey, qui est une organisation de conseil en gestion et en stratégie. Je pensais y rester 2 ans pour apprendre le toolkit. J'y suis resté 10 ans, parce que j'ai eu la chance en fait de faire ce que j'aimais, c'est-à-dire de contribuer à transformer des organisations à la fois pouvoir public en Belgique et en Europe, et à la fois les entreprises belges que j'aime. Et donc ça a été 10 ans de grand bonheur, de transformation. Et puis depuis 1 an, j'ai pris la tête d'ACT for Wallonia, qui correspond en fait, qui me ramène à mon projet premier de contribuer au redressement de ma région et de mon pays, où j'ai la chance de représenter aussi bien auprès des pouvoirs publics, auprès du grand public, les entreprises wallonnes, et de contribuer à un projet qui est celui de relance de notre région. Ça a été une décision difficile, ça, Fred, de passer de McKinsey à ACT for Wallonia? Oui et non. Enfin, j'étais abouti aux fins d'un cycle, hein, comme beaucoup de gens le savent. Des organisations comme McKinsey, c'est up or out. Et donc j'étais partenaire depuis 5 ans. Et au bout de 5 ans, il faut passer au stade suivant, qui est, enfin, vers 7 ans, c'est être senior partenaire. Et ça implique de changer de rôle et ça implique notamment de faire des choses différentes en termes de moins s'occuper peut-être du fond des dossiers, mais aussi aller beaucoup plus à l'international. Et moi, je voulais vraiment rester ancré sur secteur public et entreprise belge, wallonne. Et donc, quand on m'a dit: «Fred, il faut maintenant que tu changes ton operating model si tu veux continuer chez nous», assez rapidement, j'ai dit: «Écoutez, non, c'est pas mon truc». Et l'opportunité est arrivée durant l'été de postuler pour ACT for Wallonia. À la base, je me suis dit: «Mais tiens, le patron d'un lobby d'entreprise, c'est pas mon truc à la base». Mais en fait, en y réfléchissant, je me dis: «C'est l'endroit parfait», parce que je crois que pour relancer la Wallonie, il faut relancer les entreprises.
Et je crois par ailleurs qu'il faut pouvoir porter un discours public et pas uniquement un discours discret comme je le faisais par le passé chez McKinsey. Donc ça a été à la fois surprenant, mais à la fois assez naturel. Ah, c'est ça, t'es passé des coulisses finalement à l'avant-plan, quoi. Bah, je dis souvent en forme de boutade, avant quand je voyais un journaliste à droite, je prenais à gauche parce que c'est ce qu'on apprend dans le métier de consultant, c'est un métier de discrétion. Pas parce qu'on veut garder le secret, mais parce qu'on a un respect pour les personnes pour qui on travaille, c'est eux qui doivent rester dans la lumière et nous on les sert. Et maintenant, bah oui, mon métier quand je vois un journaliste, c'est de lui parler. Quelles sont les personnes qui t'ont le plus inspiré dans ta carrière? Oui, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent au jour le jour. Moi, il y a une personne en particulier qui a été mon mentor intellectuel dans ma carrière de consultant, qui était un senior partenaire à l'époque, qui maintenant est passé à autre chose de chez McKinsey, mais qui s'appelle Étienne de Noël, et qui m'a beaucoup inspiré parce que c'est quelqu'un qui était capable dans toute sa carrière de transformer en profondeur des très grandes organisations. Et c'est vraiment de lui que j'ai appris comment est-ce qu'on peut prendre une montagne, un mastodonte, une organisation avec 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 personnes et la transformer. Je crois qu'un des slogans qu'il me répétait le plus souvent, c'est Frédéric, on n'est pas là pour réarranger les chaises sur le pont du Titanic. On est là pour vraiment changer les choses. Et donc c'est quelqu'un qui m'a vraiment appris, parce qu'il l'avait déjà fait et qu'on l'a fait ensemble, à prendre une organisation sur le chemin d'une transformation majeure. C'est un premier aspect. Dans les choses qu'il m'a appris notamment, pour donner un seul exemple, c'est la persévérance, puisque il est un de ceux qui a contribué à initier la démarche de transformation du système éducatif, qui est encore en cours en Fédération Wallonie-Bruxelles, le pacte pour un enseignement d'excellence. Et ça lui a pris 7 ans, 7 ans ne fût-ce que pour initier le fait que les gens soient prêts à travailler avec lui. 7 ans durant lesquels il a rencontré 10 000 personnes du système éducatif. Et ça m'a montré qu'il faut être persévérant. En fait, il faut pas se laisser aller. Quand on veut changer une grande organisation, la première qualité, c'est la persévérance. Waouh, il y a d'autres personnes qui t'ont beaucoup influencé? Écoute, j'ai vraiment du mal à mettre du nom sur les gens. Alors, il y a une personne qui m'a beaucoup influencé, mais que je ne connais pas, c'est Lyndon Johnson, Ah, qui était président américain dans les années 60. D'ailleurs, mon fils s'appelle Lyndon, c'est ma femme qui a décidé de l'appeler comme ça. Alors, parce que c'est un homme politique alors, qui a malheureusement un élément noir à son bilan qui est la guerre du Vietnam. Mais qui par ailleurs était un politique qui a réussi à mettre en œuvre beaucoup de choses en termes de lutte contre la pauvreté, en termes de protection sociale aux États-Unis, qui a pris ses fonctions comme président juste après Kennedy et qui a réussi en quelques mois à faire un tas de choses que Kennedy n'avait pas réussi à faire en termes de changement social, en termes de grandes réformes. Et il y a un magnifique livre que je vous invite tous à lire. Enfin, il est en plusieurs volumes. Au total, ça fait 4000 pages, mais qui est une biographie de Lyndon Johnson écrite par Robert Caro, qui est peut-être la plus grande biographie d'un homme public de tous les temps. Et qui m'a beaucoup appris. Je y retourne souvent en termes de leçons de comment faire pour essayer de changer pas seulement une organisation, mais une société. cool. Est-ce qu'il y a des principes que tu appliques systématiquement dans ton travail, que ce soit du CEO ou de conseiller ou de lobbyiste? Est-ce qu'il y a des principes que tu as fait tiens? Écoute, bah, il y a un premier principe qui va peut-être te surprendre, c'est l'importance du fun. Moi, je déteste aller au travail avec les pieds de plomb et je déteste être dans des réunions où on est totalement sérieux. Parfois, ça me joue un peu des tours, mais moi, j'adore rire, j'adore qu'on ait du fun avec les équipes ou même avec les personnes avec qui j'interagis. Donc, j'essaie toujours de maintenir du fun dans mes interactions avec mes équipes. D'ailleurs, quand je reçois du feedback de mes équipes, c'est généralement un des points les plus positifs, c'est qu'on s'amuse en travaillant. Ça, c'était un premier élément. Le deuxième élément, moi, je trouve que c'est l'intelligence, l'importance de l'intelligence collective. Plus je vieillis, et je suis plus si jeune, plus je suis impressionné par le fait qu'il y a beaucoup plus dans trois têtes, dans deux têtes que dans une, dans trois têtes que dans deux, et qu'en fait les formes d'intelligence sont multiples et collectives, et plus je progresse, moins je suis confiant en mon jugement individuel à moi tout seul. Et donc de plus en plus, je suis encore dans la volonté, avant de prendre toute décision, d'être dans l'échange, dans l'écoute des uns et des autres, et dans le cadre d'un problem solving non hiérarchique, qu'on pourrait y revenir. Et puis un dernier élément que moi j'estime extrêmement important, c'est que quand j'ai eu l'occasion, dans ma carrière de consultant, de conseiller beaucoup d'organisations, et c'est un des avantages de Jean Lomdic, on voit beaucoup d'organisations différentes, qui vont bien, qui vont moins bien, qui s'améliorent, qui ne s'améliorent pas. Et au final, si on me demande c'est quoi le principal déterminant d'une organisation qui fonctionne bien ou qui fonctionne pas bien, c'est pas tellement les outils, c'est pas tellement les process, c'est tellement la qualité du CEO et du management team, même si tout ça compte, c'est la culture. Et en fait, au final, et d'ailleurs, dans mon travail aujourd'hui chez Aqua Wallonia, je crois aussi qu'en Wallonie,
Ce qui fait qu'en Wallonie, on ne va pas si bien en termes de développement économique, c'est qu'on a un problème culturel. Et les organisations que j'ai vues qui fonctionnaient bien, indépendamment de tout, c'est avant tout celles qui avaient une bonne culture organisationnelle. Donc le travail sur la culture, pour moi, c'est le numéro un, au final, c'est l'alpha et l'oméga de tout bien faire fonctionner. Quand tu viens de tordre le cou au stéréotype du consultant McKinsey que tu as été, ça ne t'attendrait pas que les trois... C'est un stéréotype qui, je trouve, est erroné, puisque en fait, l'importance de la culture, elle m'a été apprise avant tout chez McKinsey. McKinsey, la première chose qu'on vous apprend, en tout cas qu'on vous apprenait quand moi j'ai rejoint, le premier jour, c'est les 10 valeurs. Et elles étaient affichées dans tous les bureaux. Et on les répétait, et c'était vraiment ancré. Et en fait, si je dois retenir une chose de mes 10 ans là-bas, c'est que ce qui faisait la force de cette organisation, c'était sa culture. Alors oui, peut-être qu'après, le consultant est quelqu'un généralement qui est vu comme quelqu'un qui applique des outils, des leçons, mais il y a aussi beaucoup de travail d'ailleurs culturel qui est fait dans le cadre des missions de consultance, McKinsey ou d'autres organisations. Et donc c'est vraiment là que j'ai appris en fait l'importance de la culture. Est-ce que la culture, ça se limite à un nombre de valeurs? Non, alors c'est marrant, hier j'avais ma retraite avec mon équipe de direction où justement on a parlé valeurs et on a commencé en disant les valeurs, mais au sens large en fait. La culture, c'est des valeurs, c'est des attitudes, c'est des croyances implicites, c'est des comportements en fait. La culture, pour moi, avant tout, c'est une somme de comportements répétés implicites. C'est-à-dire que c'est pas des choses sur lesquelles c'est écrit, mais c'est des choses sur lesquelles on les fait de manière implicite sur base d'un ensemble de principes générateurs qu'on peut appeler valeurs, généralement pas exprimés d'ailleurs, pas explicitement exprimés, et qui forment en fait l'ensemble des règles implicites de fonctionnement de l'organisation qui génèrent les comportements de chacun alignés avec l'objectif de l'organisation, ou pas alignés quand ça marche pas bien. Je me suis parfois laissé dire que c'est important d'expliciter les valeurs pour passer de choses qui sont implicites à des choses explicites et donc partageables et donc pour créer un référentiel et un vocabulaire. Effectivement, ça doit s'accompagner de comportements qui sont cohérents et donc on parle de congruence, d'avoir une congruence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Mais si on veut davantage congruent, il faut aussi reposer la question des processus internes de chaque entreprise parce que c'est ça la culture. La manière dont on travaille, ça s'inscrit dans les processus. Et donc, si par exemple on devait dire on est innovant, mais qu'on a un processus qui casse les genoux au premier qui fait une erreur, eh bien alors on n'est pas congruent et c'est mal vécu par les gens. Tout à fait. Et donc quand je dis qu'en fait la culture est le plus important, ça ne veut pas dire qu'elle est tout, et qu'en fait c'est en fait tout est important. Mais si vous n'avez pas la culture, une condition nécessaire mais pas suffisante en quelque sorte. C'est ça. Et que si vous n'avez pas la bonne culture, vos process au final de toute manière ils ne fonctionneront pas bien, ou alors en fait vous n'aurez pas les bons, parce que si la culture n'est pas la bonne, presque implicitement vous n'adapterez pas les bons processus. Moi par exemple, je suis de plus en plus convaincu de l'importance de bien aligner en pratique les incitants financiers du management. Oui. Je suis un des rares qui pousse à ça en Wallonie, dans le secteur public, de dire on doit généraliser, même dans le secteur public, une partie à la fin de l'année de bonus de rémunération au résultat, à la qualité du travail réalisé. On regarde parfois un peu comme un extraterrestre quand on est dans le secteur public. Et donc, un exemple de processus concret qui n'est pas que de la culture, mais la raison pour laquelle on n'arrive pas à le mettre en place en partie dans le secteur public, c'est que la culture de la performance du résultat n'y est pas, et nous apparaît complètement non congruent. Et donc, on voit bien, il faut le process et puis la culture qui le sous-tend. C'est ça. Cool. Tu parlais de fun. Concrètement, comment on gère le fun quand on fait des choses sérieuses? Moi, je n'ai jamais véritablement trouvé la contradiction, pour autant qu'on arrive à rester sérieux quand il faut être sérieux et à être fun quand il faut être fun. Moi, j'ai toujours, premièrement, faire des blagues, évidemment, dans le respect des uns et des autres. Quand je me dis qu'on doit être fun, certainement pas une culture de moquerie, que du contraire. C'est au contraire une culture de fun ensemble. C'est avant tout savoir faire des blagues. C'est avant tout ne pas se prendre quand même trop au sérieux. Savoir être sérieux sans se prendre au sérieux. Oui, faire des choses sérieuses. C'est vraiment un problème entre être capable de rigoler 10 secondes et puis 10 secondes après être parti à 100% dans le travail. Il faut trouver le bon équilibre. Donc moi, je n'ai pas trouvé en fait de contradiction. Est-ce que cet élément fun, tu dirais que c'est une des caractéristiques culturelles wallonnes? Eh ben, effectivement, c'est marrant que tu amènes le point parce que quand je discute et que je dis tiens, la culture wallonne, il faut la changer, quand j'en parle, je commence toujours par dire il y a des choses qu'il ne faut pas changer dans la culture wallonne parce que c'est génial. Il y a le sens du fun, où objectivement on s'amuse quand même pas mal, pour avoir travaillé dans pas mal d'organisations qui étaient actives des deux côtés de la frontière linguistique en Belgique francophone. Donc à reconnaître quand on fait des fêtes, c'est un peu plus fun du côté francophone. Pas toujours, mais c'est quand même encore souvent une stéréotype qui est un peu vrai. Donc ça, on doit le conserver. Il y a d'autres éléments qu'il faut conserver. Il faut la convivialité, le sens de la fête, le sens de la solidarité, qui est quand même aussi très fort chez nous, et qui est une de nos forces. Ça, il faut surtout pas le changer.
Ah oui, oui. Toi qui as vécu aux États-Unis, comment ça se vit dans ces cultures-là, l'élément fun? Je trouve pas que la culture américaine soit particulièrement fun d'ailleurs, c'est une Mhm. raison pour laquelle je suis pas resté. Pas qu'elle soit elle est pas très guindée, elle n'est pas excessivement dans le sérieux. Elle a une de ses forces d'ailleurs, c'est qu'elle est assez informelle, hein. Elle a toujours choisi l'informalité, elle est d'ailleurs, assez peu hiérarchique, hein, ce qui permet d'ailleurs, je pense aussi dans l'entreprise, une grande force pour y revenir, moi. Une organisation qui arrive à minimiser, la hiérarchie dans la résolution de problèmes, je trouve est beaucoup plus forte. Mais c'est vrai que le fun n'est pas forcément leur côté le plus fort. Moi, c'est pour ça que j'aime bien être en Europe. Parce que j'ai parfois vécu, tiens, aux États-Unis, dans le fond, c'est effectivement, c'est moins de fun dans les interactions au quotidien. Mais par contre, quand les Américains sortent entre collègues, c'est pour aller au basket, au baseball ou des trucs. Et là, tout le monde a l'impression que c'est plus les mêmes personnes, quoi. Que les gens se lâchent, mettent des casquettes, des trucs, font un peu les cons, etc. Enfin, tout d'un coup, là, il y a des endroits où on se lâche davantage. Tout à fait. Il y a aussi c'est aussi un peuple qui est fortement sympathique, même dans une relation assez alors que parfois chez nous, il faut travailler un peu, pendant quelque temps, pour que la convivialité se crée. Chez eux, assez rapidement, d'ailleurs, je reviens d'un voyage aux USA, bah, on peut être en discussion assez rapidement avec un inconnu au café de manière beaucoup plus facile que chez nous. C'est Oui. aussi, je pense, une des forces, hein, parce que quand tu penses au business, c'est quoi? C'est aussi des relations entre les individus qui nouent des relations de commerce sans forcément se connaître et je pense que c'est une de leurs forces. Ah oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des idées courantes dans le business ou en leadership avec lesquelles toi tu es en désaccord? Il y en a une qui circule et à laquelle j'ai pu participer depuis, de nombreuses années sur l'impact, en matière RH, des changements technologiques. Alors je pense que, cette idée était fausse jusqu'à présent, elle va encore l'être pendant quelques années. Peut-être que je commencerai à moi avoir tort dans quelques années. Je vais y revenir sur pourquoi. Il y a il y a eu tous ces rapports qui ont été écrits pendant des années auxquels moi-même j'ai contribué, qui disent: «Bah, le changement technologique s'accélère et donc en fait ça va complètement changer le travail et donc on doit se préparer à des licenciements massifs, des reformations majeures des travailleurs» et en fait je pense que en fait, non. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que oui, les choses sont en train de changer, mais rien de neuf sous le soleil depuis 200 ans. En fait, l'exemple que je donne toujours, c'est il y a 150 ans, 200 ans, 90% de la population travaillait dans l'agriculture. La mécanisation a majoritairement réduit cela, il y a plus de quelques pourcents aujourd'hui, mais tout s'est fait de manière assez organique. En fait, en moyenne, on est entre 1 et 2% de changement technologique par an. Ça ne s'est pas accéléré d'ailleurs au cours des dernières décennies. Et en fait, globalement, ce qu'on voit d'ailleurs chez nous à l'heure actuelle, c'est que, au contraire, les dernières années, le taux de chômage n'augmente pas. C'est plutôt l'inverse en fait, hein. On a eu une augmentation du taux d'emploi, global dans les pays développés. Et donc, je pense que, il y a un peu une industrie qui consistait à dire et qui était intéressée pour certains, on va devoir tout changer, donc on doit se préparer. Je crois qu'au contraire, la transition est assez naturelle, ne se passe pas si mal. Pas pour autant qu'il ne faut pas former les gens à l'IA et compagnie, il faut évidemment le faire. Mais donc je pense que les choses se passent pas si mal, en fait, de ce point de vue-là. Alors je vais dire ceci avec une grosse réserve. Je pense que pour l'instant, ChatGPT ne change pas ça de manière majeure. C'est-à-dire que, bah oui, c'est le nouveau changement technologique. Mais comme on a eu l'électrification, comme on a eu les ordinateurs dans les années 80, bah maintenant on a ChatGPT, c'est l'évolution suivante. Oui, ça va faire changer plein de jobs, mais de manière globale, c'est la force d'un marché du travail dans une économie de marché, c'est assez dynamique. On réalloue pas trop mal encore les emplois. Alors ceci dit, je pense que ce sera potentiellement game over, et je t'avoue que pour l'instant, c'est ce qui me retient de plus en plus. Si on aboutit, alors est-ce que ce sera dans 2 ans, dans 5 ans, dans 30 ans, à l'intelligence artificielle générale, qui, il y a 3 ans, ressemblait à la science-fiction, mais qui aujourd'hui, quand vous écoutez alors, la Silicon Valley, il y a quand même beaucoup de gens qui ont intérêt à exagérer un peu, mais quand même, d'un point de vue technique, il n'est pas du tout impossible que, alors selon certains, d'ici 2 ans, ça me semble assez optimiste, d'ici 5 ans, c'est pas impossible, moi j'ai tendance à penser que ce serait un peu plus long que ça, plutôt, 20 ou 30 ans, mais qui sait, ça pourrait être dans 2 ans, Et c'est quoi? personne n'avait dire Parles de quoi? ChatGPT. L'intelligence artificielle générale? C'est-à-dire que maintenant, on en est à un point où, si tu écoutes, et moi j'écoute beaucoup, les échanges que j'ai vécu dans la Silicon Valley, hein, et les développements, je suis beaucoup les développements en matière d'intelligence artificielle. Le moment donné où on aura un ordinateur capable de faire tout ce qu'on fait avec notre cerveau, donc qui sera aussi intelligent que nous et capable de faire plus ou moins toutes les tâches que nous faisons d'un point de vue intellectuel, donc capable de nous remplacer en quelque sorte, c'est peut-être assez proche. Voire même, et le débat maintenant dans les cercles de développement, IA est la super intelligence, voire même d'avoir un ordinateur qui va être bien plus intelligent que nous. Et ou alors là se posera même la question du rôle de l'espèce humaine. Et je pense que
Alors ça peut paraître en Belgique un peu de la science-fiction, mais si vous suivez les débats à l'heure actuelle qui ont lieu dans les cercles tech les plus avancés, c'est la discussion du jour. Et techniquement parlant, c'est vrai que quand on les écoute et quand on regarde les modèles existants, alors il y a des débats, hein, il y a des débats, il n'est pas impossible qu'on ne soit pas très très loin en fait. Mais c'est quoi être plus intelligent que l'humain? Comment tu définirais d'abord l'intelligence? Alors, premièrement, l'intelligence humaine, elle est multiple. Moi, je revenais sur l'intelligence collective parce que Oui. je crois dans l'intelligence multiple en fait. Moi, je m'en suis rendu compte d'ailleurs d'intelligence multiple puisque moi, j'ai généralement été assez bon à l'intelligence analytique, c'est-à-dire l'intelligence déductive, ce qui a fait de moi d'ailleurs un pas mauvais consultant à l'époque, en gestion. Mais je me rends compte de plus en plus qu'il y a des formes d'intelligence humaine. D'abord, la capacité à nouer des relations avec autrui, la capacité à mobiliser des équipes, à inspirer, l'intelligence créative, l'intelligence artistique. Il y a en fait plein de formes différentes. Alors ici, quand on parle de l'intelligence artificielle, on parle avant tout, je pense, de l'intelligence analytique, aussi de l'intelligence créative, mais je pense que de manière globale, ce dont parlent tous ces gens dans l'IA, c'est une intelligence qui potentiellement, sur tous ces domaines, généralement, serait capable d'être aussi bonne que nous. Dans combien de temps, tu dis? Ah, écoute, il y a des débats, donc moi je peux éviter. Il y a des gens alors certains sont très bullish et disent avant la fin de l'administration Trump, on l'aura. D'autres disent, sont des sceptiques, mais non, en fait, quand tu regardes ChatGPT, au final, ce n'est jamais qu'une belle machine à produire le mot suivant, le plus probable. Les capacités de raisonnement sont très limitées, et en fait, sont limitées encore. Et les capacités, en fait, de créativité, elles, sont très limitées. Et donc, il y a des gens très sérieux qui disent, ça va encore prendre 30 ans. Il y a des gens qui disent, en fait, dans quelques années, on y sera. Objectivement, moi, j'ai pas la compétence pour avoir un jugement informé. Donc, Ouais. je regarde ça, et je suis ça avec à la fois beaucoup de passion et un peu de crainte. Mais ça va détruire notre job alors. Alors là, le jour où on a ça, objectivement, là, on passe dans un autre monde. Parce que le jour où le cerveau humain est dépassé, on ne sait pas ce qui se passera. Et donc là, quand j'ai dit, on n'aura pas forcément, on n'a pas à s'inquiéter. En fait, le futur du travail, il est plutôt assez bon. On va avoir des nouveaux jobs, ils vont changer, mais ils seront en fait plus intéressants que le passé, qui, je crois, est quand même l'histoire des 200 dernières années. Là, on devra quand même se poser la question, mais j'ai pas la réponse. Et l'économiste, là, alors, qu'est-ce qu'il en dit? Enfin, j'imagine que tu as lu le bouquin d'Harari, qui a déjà quelques années, je crois que ça date de peut-être Ouais, je 2010. l'avais lu à l'époque, je l'avais survolé, je t'avoue. Alors, il en a écrit plusieurs, mais celui auquel je fais référence, c'est 21 solutions pour le 21e siècle, où Avec lui, il celui-là, dit je l'ai qu'il pas. faudra reposer la question du revenu universel à partir du moment où ce que tu décris risque quand même à terme de détruire des jobs. Ben, les gens doivent vivre et donc on devra, plutôt que de poser la question de l'accès universel au marché de l'emploi, se poser la question d'un revenu universel. Qu'en pense l'économiste? Ouais, cool. Alors, j'ai plutôt été un contrarien sur le revenu universel. C'est-à-dire, j'ai plutôt été de ceux qui disent, en fait, on n'y est pas encore du tout. Pour la bonne et simple raison que je pense que, simplement, si on fait un revenu universel, on voit quand même qu'il y a un effet négatif sur l'offre de travail. Les gens ont moins envie de travailler quand ils ont un revenu universel. Et qu'à l'heure actuelle, on en a besoin pour produire des choses dont les gens ont envie. Et que donc, je pense qu'on n'est pas encore à un stade de niveau de productivité, de niveau d'efficacité de notre économie où on peut financer de manière optimale un revenu universel. Donc, j'étais plutôt là. Je n'y crois pas à ce stade. Parce que ça Euh, occasionnerait un déficit de main-d'œuvre, c'est ça? Il n'y aurait plus assez de oui, gens ben, je pour crois qu'on produire va ce aussi dont on dire a aux besoin. gens, donc on n'aurait juste pas assez de gens prêts à travailler pour le payer, ce revenu universel, de manière qualitative, ou alors ce serait un revenu universel beaucoup trop bas que pour assurer un niveau de vie correct, qui serait en fait alors ne fait que généraliser une sorte de pauvreté minimale. Donc moi, j'étais pas, à l'heure actuelle, je ne suis pas un convaincu. Ceci dit, il est vrai que le jour où on aboutit à l'intelligence artificielle générale, voire avant, simplement le jour où on a une économie qui est assez productive, on continue à augmenter, imaginons qu'on continue à augmenter pendant encore 20 ou 30 ans à raison de 1 ou 2% de la productivité, peut-être qu'on se dira à un moment donné, écoutez, en fait, on produit assez de choses et que pour se permettre qu'une bonne partie de la population simplement puisse vivre d'un revenu universel sans qu'on doive s'inquiéter de sa contribution productive. Je crois qu'on n'y était pas encore, mais peut-être à nouveau, c'est un domaine dans lequel je crois que le point de vue que je défends, plutôt contrarien, est correct. Il est encore correct aujourd'hui, il pourrait être faux dans 3 ans. Oui. Alors évidemment, dans une question de mondialisation, on peut se poser la question si ce sera vrai en Asie, par exemple, ou si là, on va continuer à avoir des économies qui sont beaucoup plus dynamiques, avec beaucoup plus de force vive et finalement pas se faire complètement dépasser, non? Bah, il y a 2 questions que je dis. Est-ce que la tendance s'appliquera partout? Moi, j'ai tendance à penser que l'humain, globalement, est quand même globalement général et que donc, en fait, les pays, quand vous regardez les pays asiatiques qui travaillent beaucoup aujourd'hui, ben, en fait, ils ne font jamais que faire ce que nous, on a fait à l'époque. Oui. Quand tu regardes à la fin de la guerre 40-45, les heures de travail, je ne me rappelle plus les dates exactes, mais les heures de travail, en gros, au début du XXe siècle,
en Belgique, on travaillait 70 heures semaine. Oui, puis les Hein? congés payés, c'est après la Aujourd'hui, guerre, c'est récent. oui, mais maintenant, même avant. Pourquoi? Simplement, on était moins riches. Et donc, en fait, dans le trade-off entre travailler moins et prendre du loisir, ou travailler plus et s'assurer un niveau de vie meilleur, quand on part de plus bas dans le niveau de vie, on travaille plus. Quand vous regardez le niveau de vie en Chine, tout le monde dit la Chine est magnifique, on est quand même toujours à un niveau de PIB qui est plusieurs fois inférieur au nôtre. Et donc, il n'est pas anormal qu'ils travaillent plus. Donc, j'ai tendance à penser de prime abord qu'en fait, ils vont, au fur et à mesure où ils se développent, nous rejoindre. D'ailleurs, on voit bien la civilisation du loisir, par exemple, le fait de prendre des vacances pour aller visiter, mais on voit bien en Europe qu'en Chine, ça commence, au vu du nombre de visiteurs qu'on a. Donc j'ai tendance à penser que, de ce point de vue-là, le chemin ne va pas être très très différent. Ceci dit, oui, j'ai quand même un peu d'inquiétude que j'ai tort aussi sur le sujet. Et là où c'est vrai, c'est qu'en tout cas, en termes de dynamisme, et pas tellement peut-être en termes d'heures de travail, mais plutôt en termes de capacité, de volonté de changer le monde, d'adopter des changements, je pense qu'on a un vrai problème en Europe. On a un vrai problème de relation aux nouvelles technologies, où chaque nouvelle technologie, on la voit avant tout comme quelque chose de dangereux. D'ailleurs, si vous regardez les reportages dans les médias européens, en particulier francophones, sur l'IA, où la réglementation européenne, c'est avant tout attention, attention, il faut réguler, il faut contrôler cette chose qui va être mauvaise. Alors que dans d'autres pays, singulièrement les États-Unis ou l'Asie, il y a une étude beaucoup plus positive par rapport aux nouvelles technologies et par rapport au changement. Je trouve qu'on a un peu perdu cette d'avoir envie de changer le monde en Europe. C'est vrai aussi en Wallonie d'ailleurs, moi c'est une des choses que j'aurais envie de recréer, parce que ça me manque par contre. Autant je suis revenu en Europe avec grand plaisir, autant par rapport, cette envie, par rapport aux États-Unis et à la Silicon Valley, cette envie de changer le monde, moi elle me manque au jour le jour. Oui. Est-ce que dans la Silicon Valley, il n'y a pas aussi un lien particulier avec le monde académique? Oui, alors c'est un des sujets sur lesquels d'ailleurs j'ai envie de travailler dans les 2 prochaines années chez Ac Wallonia. C'est la relation entre le monde académique et le monde de l'entreprise, qui chez nous reste quand même encore deux mondes fort séparés. Alors j'étais hier à l'université d'été de l'enseignement catholique en Belgique, qui représente plus ou moins plus de la moitié des élèves. Alors c'était la relation au-delà de monde académique, de l'école et de l'entreprise. Et là aussi, on voyait bien qu'en fait, on sort de 40 ans où ces mondes ont vécu fort séparés, sur base d'une conception qui, à mon avis, est à la fois vraie et erronée. Vraie de dire il faut qu'il y ait une certaine séparation parce qu'on ne doit pas réduire le monde de l'école ou le monde académique au monde économique. Il a aussi une vocation d'analyse critique de la société, de former des citoyens. Mais je crois qu'on l'a poussé trop loin. On doit pouvoir maintenir une certaine indépendance. C'est pas pour autant qu'on doit pouvoir travailler ensemble et collaborer. Et donc, on discutait de comment est-ce qu'on peut recréer ces alliances école-entreprise. Et je pense que c'est un de nos grands défis des prochaines années, de recréer cette alliance, rester séparés, rester indépendants, mais bien travailler ensemble. Ok, cool. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Je pensais plutôt dans le cadre de leadership, des courants de leadership avec lesquels tu n'es pas en accord. Écoute, c'est peut-être pas une idée dans les courants de leadership avec lesquels je ne suis pas en accord. Par contre, c'est une idée avec les pratiques de leadership auxquelles je ne suis pas en accord. C'est, moi, je suis dans mon leadership, j'essaye dans mon organisation de combattre de manière extrêmement forte toute forme de comportement nocif, toute forme de comportement négatif. Je pense qu'on ne gagne rien à créer un environnement de peur au travail, un environnement, alors je crois, à l'incitant à la performance, mais plutôt positif. Je crois qu'il faut y avoir des réactions, il faut une gestion des conséquences, comme on dit. Quand on ne performe pas, ça je suis extrêmement clair là-dessus, qu'il faut pouvoir avoir des conséquences négatives. Mais j'ai vu des organisations qui étaient caractérisées par un leadership, je dirais, comment est-ce que je pourrais l'exprimer, de management négatif de la performance, de management un peu pervers de la performance, un peu l'image stakhanoviste du manager qui essaie de pousser la performance sur ses équipes avec beaucoup de pression. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de mieux. Et je crois que c'est encore une des choses qu'on doit combattre, parce que je pense que ça aboutit à beaucoup de conséquences négatives. Ouais, ouais, ouais. Dont les absences longue durée, tu mettrais ça dans cette ambiance de travail peut provoquer des problèmes psychosociaux, des problèmes de well-being? Oui, effectivement, voilà. Donc c'est pour ça que quand moi je regarde ça maintenant aujourd'hui avec ma casquette de point de contact entre le secteur public et le monde du secteur public et de la régulation et le monde de l'entreprise, c'est vrai qu'un de nos grands défis, c'est l'explosion des maladies de longue durée. Alors là, il ne faut pas être naïf non plus, hein. Il y a aussi une question à avoir sur est-ce que cette explosion de la maladie de longue durée n'est pas parfois aussi un phénomène d'exagération de certains. Ça, il faut aussi pouvoir le dire, hein. Est-ce que parfois on n'est pas trop facile à mettre des gens en arrêt maladie pendant longtemps? Il faut pouvoir mener ce travail d'éviter les abus, d'éviter les situations exagérées du côté des travailleurs, mais dans le même temps, on a un travail à faire sur le bien-être au travail,
sur le bien-être en termes de management, on doit pouvoir notamment travailler sur la question du leadership négatif. Et donc, les deux vérités sont vraies. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est l'intelligence, c'est la capacité à maintenir deux choses contradictoires dans sa tête en même temps, d'arriver à les garder en même temps et de les tenir en même temps. Mais de dire oui, effectivement, il y a un rôle de l'entreprise peut-être sur la question de la minimisation du mal-être au travail, certainement, il y en a un, mais il y a aussi peut-être un rôle d'éviter l'abus de ce dispositif en matière de maladies de longue durée. Tu veux redire cette phrase, donc l'intelligence? Alors je le dis peut-être mal, je crois que la citation originale est Non, c'est meilleure que très bien. moi, c'est la capacité à tenir dans sa tête en même temps deux idées contradictoires. Et ça peut paraître paradoxal, parce que si elles sont contradictoires, l'une doit être vraie et l'autre doit être faux, mais non, parce que le monde est complexe, et bien souvent, je trouve que la réalité, elle n'est pas dans le noir ou le blanc, elle est dans les zones de gris, et donc elle est dans la compréhension de la complexité. J'ai aujourd'hui le président de mon CA qui a un mime qu'il aime beaucoup, il dit avec un choix entre deux routes, il y a simple mais faux, et complexe mais vrai. Moi, je suis généralement à penser que le bon choix, c'est pour avoir le vrai, il faut de la complexité. Ouais. Alors c'est intéressant de lire Edgar Morin, hein, sur la complexité et ces Tout à éléments-là. fait. C'est un homme très sage qui a beaucoup écrit dessus. Euh, comment je te verrais comme leader dans ton organisation? D'abord, comment constituer ta propre organisation de Act for Wallonia, dont tu es le CEO, et qu'est-ce que je verrais tout de suite comme type de leader en plus de ce que tu as déjà dit, du fun, de l'intelligence collective? À quoi on peut s'attendre si on te voit avec tes propres équipes? Je trouve ça très dur de répondre à ce genre de questions parce que, Oui. évidemment, l'image qu'on a de soi est peut-être qu'on se dit qu'on va raconter une image de soi et que ses équipes diraient de vous, mais en fait, il est l'inverse de cela. Donc, je vais répondre en disant voilà le leader que j'aimerais bien être, je ne sais pas si je le suis. Honnêtement, je ne sais pas si je le suis. Je m'interroge d'ailleurs toujours de savoir si je le suis au jour le jour. On me dit tiens, Fred, est-ce que tu arrives vraiment à l'être? Je vais rester d'abord sur le fun. Je ne vais pas le répéter, mais je vais quand même le mentionner parce que pour moi, c'était important. Deuxièmement, moi, j'essaye d'être quelqu'un qui est à la fois bienveillant, exigeant et méritocratique. On voit ce que j'ai dit avant. Je trouve que la bienveillance, c'est-à-dire de partir du postulat de bonne volonté d'autrui, de ne pas assumer que l'autre, s'il a fait une erreur, l'a fait de manière volontaire ou parce qu'il était paresseux, non. C'est partir de la bienveillance par rapport à autrui. C'est aussi de la bienveillance de reconnaître le droit à l'erreur, de faire attention à l'autre en tant que personne. Et j'allais sans doute, parce que quand on est dans l'action au jour le jour, parfois on peut être un peu brutal dans la gestion de ses équipes. Mais je trouve que c'est un premier principe. Ceci dit, à la fois, il ne faut pas aller dans le sens inverse. Donc moi, je suis aussi quelqu'un je pense qu'il faut, et c'est une bonne chose d'être exigeant par rapport à ses équipes, parce que on grandit tous parce que quelqu'un d'autre a été exigeant avec nous, en quelque sorte. Et donc, il faut être exigeant, et je pense qu'aussi, on doit aussi pouvoir appliquer une forme de méritocratie bienveillante, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire qu'une organisation dans laquelle on n'applique pas une forme de méritocratie, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde a le même résultat dans sa progression de carrière ou dans son salaire en fin d'année, quel que soit le travail qui a été réalisé. Moi, un truc qui m'a beaucoup impressionné dans ma carrière de consultant, où j'ai eu la chance de travailler à la fois et en même temps en parallèle pour des organisations privées et publiques, c'est que bien souvent, le mal-être des travailleurs, je le trouvais plus profond dans le public que dans le privé. Alors que l'image qu'on a parfois d'Épinal, c'est l'entreprise, ce lieu stakhanoviste de productivité où on presse les travailleurs. Et en fait, moi je trouvais beaucoup plus, de manière un peu anecdotique, mais de mal-être et moins anecdotique de burn-out dans les chiffres d'absentéisme dans le secteur public. Et en fait, quand je me suis interrogé sur pourquoi est-ce qu'on voyait cela, c'est parce qu'en fait, souvent, on avait des travailleurs qui se donnaient à fond dans un bureau, qui travaillaient énormément, qui n'avaient pas de reconnaissance. Et puis à côté de ça, des travailleurs qui ne travaillaient pas forcément aussi bien, voire parfois pas du tout, et qui en fait n'avaient aucune conséquence de cela. La conséquence, c'est que le travailleur qui était de bonne volonté reprenait le travail de celui qui ne travaillait pas assez, était déprimé parce qu'on ne le reconnaissait pas, et que la personne qui ne travaillait pas et qui n'avait pas de conséquences négatives avait tombé dans un burn-out de son côté. Et donc en fait, je crois que la méritocratie, le fait de reconnaître, sans être négatif par rapport à ceux qui ont des problèmes, mais de reconnaître de manière positive ceux qui font de la bonne performance en quelque sorte, et puis des deux, ceux qui sont plus en difficulté ou qui ont plus de besoins de développement, c'est en fait un outil de bien-être, et donc il n'y a pas de contradiction entre bienveillance, bien-être et méritocratie. Oui. Ça, c'est un autre élément de leadership. Alors comme leader, c'est sans doute un élément dans lequel, je dirais, c'est un de mes points de développement. J'essaye d'être inéblant, et sorry pour le mauvais franglisme, mais aussi à la fois aidant. C'est-à-dire de ne pas être dans le faire comme manager, d'essayer de créer des conditions pour que les autres puissent faire,
En même temps, je pense que parfois, il faut aussi pouvoir intervenir et faire soi-même quand les personnes en dessous de soi, en fait, elles vont atteindre à ce stade ce qu'elles peuvent faire dans leur expérience, dans leur capacité. Je crois qu'il faut pouvoir step up et faire des choses. J'ai sans doute tendance à trop souvent step up pour faire moi-même. C'est depuis le début de ma carrière de manager un point de développement. Mais donc, je me soigne, docteur. Peut-être, comme j'ai dit, mon site de leadership pour terminer, ce que j'essaie de ne pas être. J'essaie de ne pas être nocif et j'essaie de ne pas être cadenassant. Mais j'espère que je ne le suis pas. Alors c'est bien, tu es modeste et humble en mettant toutes les précautions. C'est vrai qu'en tant que leader, c'est pas toujours facile de savoir ce que les gens pensent réellement de nous, puisque quand on leur demande, ben, parfois il y a quand même des biais disant, mais est-ce que je peux tout dire? Est-ce que je suis à l'aise de tout dire? Moi-même, finalement, quand j'ai quitté mon job précédent, j'ai reçu un super témoignage de mon équipe. Ils ont fait un document dans lequel ils ont noté plein de choses. Et j'ai dit un peu avec humour, que si j'avais su qu'ils pensaient tout ça de moi, je serais parti plus tôt pour l'entendre. Donc c'était plein de choses sympas qui faisaient chaud au cœur et qui confirmaient ce que j'essayais d'être dans toute mon imperfection. Mais c'est vrai que c'est dur de l'avoir, d'avoir cette information-là quand on est leader. Alors, on essaie de mettre en place que ce soit des évaluations 360 degrés ou d'autres manières de faire, mais c'est très dur d'avoir effectivement ce miroir qui nous est tendu en tant que leader et qui est pas trop déformant. Si je regarde mon ancienne organisation, qui sait, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que peu d'organisations arrivent à faire et Ok. qu'eux avaient réussi à faire magnifiquement. C'est-à-dire en généralisant le feedback 360, mais en ancrant, on en revient à la culture, hein, en ancrant cette obligation permanente d'être transparent, mais de manière assez bienveillante, on va dire très bienveillante, par rapport à la performance. Moi, chaque année, je recevais à l'époque un mémo dans lequel mon évaluateur avait parlé avec tous les gens avec qui je travaillais pendant un quart d'heure, mais donc ça faisait c'est un travail énorme parce que quand vous travaillez avec 40, 50 personnes sur l'année, il doit appeler 30, 40, 50 personnes. Et là, vraiment, je trouve que chaque année, j'apprenais plus sur moi-même par ce mémo que je ne l'avais jamais fait. Et ça m'a frappé, en fait. Et quand je regarde les organisations, y compris la mienne à l'heure actuelle, s'il y a bien un domaine que je vois comme le principal de mon amélioration, c'est la capacité à déployer ce genre de service d'amélioration, de système d'amélioration intégré dans l'organisation. Et qui Mais, arrive à créer la bienveillance et la capacité à le dire et à oser le dire. mais est-ce qu'on est équipé pour recevoir tout ce feedback, toute cette confrontation? Est-ce qu'à un moment, c'est pas trop pour un humain de se dire, mais savoir tout ce que tout le monde pense sur toi, est-ce que c'est pas simplement trop? C'était parfois trop. C'était parfois la j'étais là avec mes équipes, écoute, le feedback aujourd'hui, là, ça va. J'ai eu ma dose de feedback, et j'ai eu ma dose de réactions négatives des uns et des autres. Là, aujourd'hui, je suis pas pour un jour à feedback, je crois qu'il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir trouver l'équilibre. Je pense que c'est beaucoup dans la manière. Moi, ce qui m'a toujours frappé et qui, en fait, me frappe, maintenant que je suis en dehors de l'organisation que j'étais avant, c'est à quel point un humain, son mode défaut de feedback, pour la majorité d'entre nous, et c'était mon cas aussi à moi, hein, c'est avant tout le reproche. Je crois que c'est un mécanisme de défense. C'est quand on fait du feedback à quelqu'un, généralement on le fait parce qu'on n'est pas content avec la personne. Ce qui n'est pas idéal, parce qu'on le fait uniquement quand il y a un problème. Mais alors on va le faire sous forme de reproche à l'autre. Parce qu'on se protège aussi. Parce que si je te fais un reproche, ok, c'est pas ma faute à moi, donc je suis protégé. Je pense que si on arrive à faire le feedback de manière bienveillante, c'est-à-dire à la fois de manière factuelle et orientée, jamais orienté sur. Ça sert à rien de pointer un problème sur lequel on n'a pas de solution. Mais pointer sur. Mais voilà comment on peut faire ce chemin ensemble pour s'améliorer ensemble l'un et l'autre. Aussi dans l'écoute de soi-même par rapport au feedback qu'on peut recevoir dans l'autre sens. Je trouve que là, le feedback devient beaucoup moins pesant psychologiquement. Mais je suis d'accord que c'est un défi. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans les écoles pour déployer des mécanismes de feedback. Et c'est un milieu dans lequel le milieu scolaire, c'est marrant, puisque les enseignants donnent du feedback à leurs élèves en permanence, mais eux n'en reçoivent jamais. Et Oui. donc on le faisait pour la première fois, et je me rappellerai toujours, quasiment systématiquement, quand on fait une première formation au feedback, ça finit au moins avec plusieurs personnes en pleurs. Parce qu'en fait, c'est tellement nouveau et neuf de recevoir un feedback positif ou négatif d'ailleurs, hein, c'est quasiment inacceptable, et très, 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 très frappant la première fois. Et au bout de 2-3 fois, quand la personne en face a appris à le faire de manière telle que ce soit audible, et où soi-même on a appris à le prendre, ça devient moins pesant. Mais bon, ceci dit, je suis d'accord avec toi, parfois on n'en veut plus et on dit c'est assez. Moi, j'ai eu un manager comme ça il y a longtemps dans ma carrière, qui était un homme plein de qualités, hein. Il était intelligent, même rusé, enfin, il est stratège, etc. Mais il était vraiment pas bon dans le feedback. Et effectivement, il confondait feedback et reproche. Et donc, de temps en temps, ah, Frédéric, viens un peu, j'ai du feedback pour toi.
Et j'avais sa liste de choses qu'il avait captées, pas lui-même en direct, mais via d'autres gens, de tout ce que lui aurait fait autrement. Et donc moi, je m'écroulais quand j'avais ça. Et il avait l'air de faire ça juste avant que je parte en vacances. Et donc il faisait un peu la liste des choses qui n'allaient pas. Et alors j'avais du mal moi, à lui donner du feedback, moi, en disant, mais ça ne me convient pas comme mode de fonctionnement. Et ça m'a pris longtemps de me rendre compte qu'en fait, il ne me donnait pas assez d'attention, hein. Et donc il me donnait du feedback comme ça, hors contexte, sur des choses qu'il avait captées dans l'organisation. Il paraît que, on dit que, etc. Et j'ai pas eu les mots à l'époque, mais ce que j'aurais dû lui dire, c'est, mais écoute, moi j'ai besoin de ton attention, j'ai besoin que tu me demandes de temps en temps comment je vais, si je m'en sors, s'il y a des difficultés, si j'ai besoin d'aide, plutôt que, après les faits, de venir me dire ce que tu as entendu et que tu aurais fait toi-même autrement. Ça sert à rien. Mais j'ai pas trouvé les mots à l'époque pour lui dire ça. Ça montre toute la complexité pour moi d'arriver à mettre dans une organisation une bonne culture. Déjà, premièrement, si ça marchait bien, normalement, le feedback ne serait jamais sous forme de hearsay, comme on dit en anglais, sous forme de Yes. j'ai entendu. Tu l'aurais déjà entendu. D'ailleurs, c'est marrant, quand tu regardes dans les cours et tribunaux américains, le hearsay est interdit comme preuve. On ne peut pas amener comme preuve quelque chose qu'on a entendu qui disait de l'autre. C'est intéressant, je trouve, comme métaphore, parce qu'en fait, de dire, on devrait pouvoir se dire qu'en feedback, le hearsay est interdit aussi, en fait, déjà, pour commencer. Et peut-être il y a un deuxième élément dans ce que tu mentionnes que je trouve important, c'est le feedback, il commence peut-être toujours par demander à quelqu'un comment il va, comment il se sent, et à l'écouter. Moi, j'essaye de le faire, alors que je suis souvent très pressé et que je veux faire beaucoup de choses, je le fais sans doute de manière un peu trop roufrouf, comme on dit en Wallonie. Sans doute que c'est aussi un de mes domaines d'amélioration, mais quand je me préparais à notre discussion, et je réfléchissais, tiens, qu'est-ce que j'essaie de faire avec mes équipes justement sur ces sujets-là, il me dit, tiens, à chaque fois, essayer de manière régulière, de demander comment vont les personnes. Alors après, ce que je vois, c'est que même ça ne suffit pas. C'est que récemment, j'ai eu un membre d'une de mes équipes qui est parti en burn-out. Et je lui avais demandé plusieurs fois, ça va, est-ce que tu as trop... Et cette personne ne m'a pas parlé. Oui. Et je ne me dis pas que c'est sa faute à elle. C'est sans doute moi qui n'ai pas bien posé la question, qui n'ai pas donné le temps ou l'espace pour que la réponse soit sincère. Ah oui. Donc voilà, j'ai pas la réponse. Voilà, j'ai pas de Mais solution à ce que j'ai c'est- vécu à l'époque, mais en tout cas, on partage le challenge. sur le feedback, j'ai lu quelque part, je sais plus où, que finalement, au-delà du feedback, ce qui compte, c'est la réaction des gens au feedback. Donc c'est la réceptivité, c'est le fait que ce soit utile pour eux. Donner du feedback pour donner du feedback, si les gens n'en ont rien à faire et sont pas prêts à en faire quelque chose, ça sert à rien. Et donc, moi, j'aime bien regarder ce qu'on appelle les signes de reconnaissance en analyse transactionnelle. Et donc, c'est effectivement d'abord donner de l'attention positive, dire ce qui va bien, montrer que la personne compte pour nous, hein, avant de simplement essayer de faire du fixing en disant, tiens, je vais te dire ce que tu n'as pas bien fait. Sinon, on a effectivement potentiellement des gens qui se ferment complètement. Et alors, on dit qu'il y a la proportion de 3 à 1, hein. Si tu veux capter l'attention de quelqu'un sur quelque chose qui est une piste d'amélioration, il faut d'abord avoir reconnu 3 choses qu'il fait bien. Sinon, il se sent, oui, mais enfin, je vaux rien, quoi, Je hein. vais te Donc, le dire de manière pas politiquement correcte, et puis on verra si tu le gardes ou pas au montage. Il y avait un ami qui avait le langage un peu fleuri, qui me disait, Fred, le feedback, c'est parfois un peu un shit sandwich, si tu me permets de dire. C'est-à-dire que il faut dire, il y a une tartine qui a une couche de trucs sympas, et puis tu mets un peu, l'expression, tu comprends ce qu'on met au milieu, ou là des choses un peu moins sympas, et puis de nouveau un truc sympa. C'était un peu cynique, mais allez. il y a de ça, et je pense que moi, c'est aussi pour moi. Si on me dit d'abord deux trucs sympas, qu'on me glisse au milieu un truc un peu d'amélioration, et qu'après on redit un truc sympa, ben j'accepte un peu mieux le truc au mieux, et je sors aussi un peu plus heureux de la discussion. Mais pour moi, alors ça, oui, ok, c'est la technique du sheet sandwich qui est effectivement connue et pratiquée. Euh, pour moi, c'est aussi une manière pour la personne qui va donner le feedback de se poser la question d'abord, ok, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait bien? Parce que c'est le regard, c'est l'effet Pygmalion aussi. Si on porte un regard positif sur quelqu'un, ça va renforcer les éléments positifs, hein. Et donc, faut pas oublier ça, quoi, Ben, et puis de manière générale, moi c'est pas cynique du tout, parce que je pense que quand on regarde du bon feedback, pour moi c'est du strength-based feedback, sorry encore pour l'anglicisme. Un bon feedback, il se base d'abord sur les forces des gens, parce qu'on ouais. ne construit rien sur la négativité uniquement. Et qu'en fait, la meilleure manière de développer quelqu'un, c'est de prendre ses forces et de les développer le plus possible. Et oui, travailler aussi sur ce qui est peut-être un peu en dessous. On a tous des dimensions, on est moins bon. Moi, j'ai les miennes, hein, clairement. On est beaucoup d'ailleurs. Il On faut les va monter à un niveau, mais on gagne plus à améliorer les forces qu'on ne gagne à essayer de faire de la personne un champion sur des dimensions où il est moins bon. Le strength-based feedback, c'est pour moi la meilleure pratique.
Il y a un très chouette outil qui s'appelle Clifton Strengths, hein, donc qui a été développé par un psychologue et qui permet dans une équipe d'identifier les forces de chacun qui sont souvent forcément complémentaires. Et donc qui est plutôt basé sur est-ce que 80% de ce que tu fais au boulot est quand même la mise en œuvre de tes forces, hein. Sinon, il faut peut-être se poser la question de comment on peut réajuster ce que la personne fait, voir est-ce qu'elle est à la bonne place. Mais on dit toujours, il est plus facile, on peut essayer d'apprendre à une dinde à grimper à un arbre, toujours plus facile de mettre un écureuil quand c'est ça qu'il faut faire. Et donc, voilà, assurons-nous que chacun est en mesure d'exploiter ses forces avant toute chose, parce qu'alors, du coup, les choses deviendront beaucoup plus agréables pour elle, pour l'organisation, et la complémentarité des forces des gens, c'est hyper important dans une équipe. Tous les éléments que tu viens de dire, parce que non seulement c'est mieux pour le développement personnel, c'est mieux pour l'efficacité individuelle, mais en plus, pour la dynamique d'équipe, être capable d'expliciter les forces relatives de son équipe, ça permet, si on pense à l'intelligence collective, de se dire, est-ce que j'ai bien couvert l'ensemble des domaines de compétences nécessaires dans mon organisation pour que mon équipe délivre. Moi, si je regarde le métier qui est le nôtre, il y a plusieurs de métiers chez nous, mais le métier de ce qu'on appelle le lobbyiste, un mauvais terme, mais du plaidoyer, des affaires publiques, d'essayer de faire passer auprès des pouvoirs publics les messages de ce qu'on estime être pertinent comme politique qui vont développer l'économie. Ça nécessite, de savoir quoi faire, quelles seraient les bonnes politiques, donc d'avoir une connaissance analytique des politiques publiques. Moi, personnellement, c'est ma force, c'est en partie ce que j'amène. Ça nécessite d'avoir un sens politique pragmatico-pratique de, tiens, qui aller voir, à qui parler, avec quel message individuel au niveau des décideurs. Ça, moi, je suis bon, mais dans mon équipe, quelqu'un d'autre qui est bien meilleur que ça, cette personne a une finesse énorme, et donc, c'est sa grande force. Et puis ça nécessite par ailleurs de bien communiquer auprès du grand public. Et attention, le message qui est bon pour le politicien en one-to-one, comme on dit, n'est pas le même message qui sera bon pour faire comprendre l'idée auprès du grand public, et c'est encore quelqu'un d'autre. Et en fait, dans mon équipe, moi, je vois bien en fait qui sont ces trois personnes. Moi, je suis le premier, il y en a deux, et en fait, au final, quand on se met à trois, on sort avec un truc beaucoup plus malin et bien souvent différent que ce qu'on pensait au début chacun individuellement. Ah, parfait. Il y a un adage qui dit you win or you learn, c'est-à-dire qu'on apprend finalement de ses erreurs et donc il n'y a pas vraiment de notion d'échec. Il y a soit on a des succès, soit on a des occasions d'apprendre. Est-ce que de ton côté, tu serais d'accord de partager une erreur que tu as faite et qui t'a permis d'apprendre quelque chose? Alors j'en ai beaucoup, moi j'ai coutume de dire à mes équipes, je fais 10 erreurs par jour. Je fais plus d'erreurs que vous tous réunis par jour, que comme il y a peu de décisions qui me reviennent au final, vu qu'au final, tous les trucs qu'il faut décider qui n'ont pas été décidés en bas remontent en haut. C'est moi qui fais le plus d'erreurs, donc j'en fais 10 par jour dans l'organisation. Mais c'est pas grave que je fasse des erreurs, ce qui est important c'est que j'apprenne de mes erreurs. Et que j'en passe moins chaque jour, qu'au moins je ne les reproduise pas celles d'avant. Moi il y a qu'à un moment donné dans ma carrière où, alors c'est assez classique sans doute, mais la première fois où je suis devenu manager, comme beaucoup de gens, j'avais pas été formé au management. Et quand donc c'est la première fois que j'avais des équipes avec qui je devais travailler au jour le jour et des gens que je devais coacher. Et j'avais le réflexe de rapidement, soit la personne faisait bien, et dans ce cas-là, elle faisait bien, soit si elle faisait pas bien, je reprenais moi-même, je faisais le truc, et j'ai dit, c'est comme ça qu'on fait. Et j'ai eu le feedback. On revient sur le feedback. Dans mon mémo annuel, Fred est le pire coach de l'histoire. Comme ça, tel quel, mais c'était pas formulé de manière, c'était comme toujours dans l'organisation où je travaillais, c'était formulé de manière, en termes choisis, de manière positive. Mais du coup, moi, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Et en fait, c'est marrant, l'année d'après, ou 2 ans après, j'ai eu le feedback inverse, et en fait, je suis devenu la personne connue comme le meilleur coach pour aider les gens qui avaient des problèmes dans l'organisation. Et on m'envoyait les personnes qui étaient en difficulté dans leur développement pour travailler avec eux. Et ça m'a vraiment amené, comme tu dis, you win or you learn, à faire une chose à apprendre à faire du bon feedback. Et c'est en fait d'arriver à apprendre à faire le bon feedback de manière factuelle, sans reproche, et avec une volonté d'avancer. Et donc de dire, factuel, c'est-à-dire, quand quelqu'un fait quelque chose et tu dis que c'est pas au bon niveau, de dire, voilà, effectivement là, ça n'y est pas, la barre est là et toi tu as fait ça, ou toi tu as fait ça. Mais en fait, c'est pas du tout un problème, c'est normal, dans ton développement, c'est normal là où tu en es. Moi je n'ai pas la solution pour toi, chacun a sa solution de comment il le ferait. Moi je te dis voilà comment je le fais, ou voilà comment peut-être tu as une piste d'amélioration, et moi t'inquiète pas, j'ai pas de doute que tu vas y arriver et on va y arriver ensemble. Et très systématique, je suis devenu la personne connue comme celle qui donnait le feedback le plus fréquent et le plus sincère, sans que ce soit pris comme un reproche ou comme quelque chose qui te rabaisse. Et moi, c'est une de mes grandes fiertés en termes de développement personnel. Il y a beaucoup de domaines où je ne suis pas fier de moi, mais là, c'est d'avoir été capable d'apprendre de cela. Et tu as appris ça comment? Est-ce que ça a été le résultat d'une introspection sur base du feedback que tu as eu ou bien tu as mis d'autres choses en œuvre?
Ben, j'ai principalement parlé, j'ai dit: «Bon, j'ai reçu ce feedback-là», donc j'ai parlé à mes équipes et j'ai eu des gens qui ont eu donc j'ai appris de fait de mes équipes. J'ai pas appris, je l'ai pas appris, de ma N+1, j'ai appris de ma N-1. Donc, tu es retourné vers les équipes en disant j'ai ce feedback-là, je voudrais en savoir plus. Voilà. C'est Et ça. puis après j'ai adapté. Je t'avoue que malheureusement, j'ai pas la science de comment je l'ai fait. Peut-être d'ailleurs que je suis totalement pas encore parfait aujourd'hui. Mais voilà. Chouette. C'est plutôt ça a été assez intuitif. Je crois que 90 % du changement, ça va être prêt à changer sans doute. Comment prends-tu soin de ton énergie? Alors écoute, j'en prends mal soin sans doute. La vraie réponse sans doute celle-là, mais parce que j'ai peu besoin d'en prendre soin. Enfin, on se connaît un peu par ailleurs, Frédéric. Tu sais que je suis pas quelqu'un qui manque d'énergie. Non. Et donc, généralement, la question de l'énergie n'est pas quelque chose qui, moi, me limite. Alors, parfois, j'ai quand même tendance à m'étendre trop. Mais ceci dit, moi, quand je pense à l'énergie, je trouve que l'énergie, c'est pas une quantité donnée. C'est une quantité qu'on peut augmenter. Ok. Et on peut l'augmenter comment? En donnant du sens à son métier. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de quitter mon métier précédent, parce que ce qu'on me proposait ne faisait plus tant de sens pour moi. Et donc, je sentais que, en fait, j'allais pas arriver à le faire, j'allais pas avoir l'énergie. C'est un métier qui demandait de l'énergie, j'allais pas arriver à me lever le matin en étant amusé par ce que j'allais faire. Et donc, pour moi, la première leçon de gestion de son énergie, c'est d'avoir la chance, et je conçois que tout le monde n'a pas cette chance, de faire un métier qui vous passionne. Et donc, moi, quand je fais des choses qui m'amusent, ça me donne de l'énergie. Et donc j'essaie aussi de trouver un mix entre ce qui m'amuse et ce qui m'amuse pas. Quand on est, je sens que l'énergie diminue sur une tâche, je commence une autre tâche qui m'amuse plus. Bon, parfois ça a tendance à reporter les choses moins amusantes un peu trop tard, mais on vit avec. On avance. Au moins on avance et on n'arrête pas d'avancer. Moi, deuxièmement, je la gère mon énergie en étant quand même capable de complètement arrêter quand il faut. Ma femme me dit que j'ai deux modes. Hyperactif, le raton laveur, je ne sais pas quel petit animal qui tourne sur la roue à toute vitesse. Si Hamster. tu le connais un peu, ça va sans doute te parler comme image. Et puis il y a un mode que très peu de gens connaissent, c'est affalé dans mon divan pendant 24 heures, sans bouger, en train de regarder une série TV ou de lire. Je vis sur ces deux modes et je repars, même en étant épuisé assez rapidement. Et puis voilà, pour le reste, je crois que la gestion, dans le domaine gestion de choix, gestion de mon énergie, je suis probablement plutôt un béotien. Non, mais c'est bien. Donc, tu viens d'expliquer quelque chose. Tu t'accordes des vrais breaks dans le divan ou d'une autre manière sans culpabiliser. Oui, enfin, je crois qu'il faut pas. Alors, si, je culpabilise un peu quand même, mais je les accours quand même. Ok, ok. Et comment les gens font-ils pour te suivre? Effectivement, tu es connu comme étant quelqu'un de très rapide dans tout ce que tu fais, très vif, plein d'énergie. Comment on arrive à te suivre? Écoute, c'est une question qu'il faudrait sans doute poser à mes équipes. Quand j'essaye de gérer la façon dont moi j'essaye de gérer ça avec mes équipes, mais je ne sais pas si j'y arrive parfaitement, euh, c'est d'expliciter la charge de travail. Moi, j'ai toujours, avec mes équipes, j'essaye autant que possible de l'expliciter, de le répéter, de dire: j'entends que je demande beaucoup, je donne beaucoup, mais je suis toujours ouvert. Il ne faut jamais hésiter à revenir vers moi sur la gestion de la charge de travail à déprioriser. Et donc, j'essaye d'expliciter un maximum la charge de travail. Donc, j'essaye, dès que j'ai mes one-to-one avec mes équipes, d'expliciter, de leur dire: est-ce que la charge de travail pour l'instant est gérable? Est-ce qu'elle est gérable? Est-ce que ton niveau d'énergie est là? Est-ce que tu es sur une charge de travail qui est gérable pour toi personnellement et pour ta famille? Et si ça n'est pas, alors qu'est-ce qu'on peut déprioriser? Et si tu ne vois pas quoi déprioriser toi-même à titre personnel, refaisons la liste de toutes tes tâches et voyons ce qu'on retire jusqu'à ce que tu aies pas trop. Et ça, c'est la première chose. Et puis, si tu me dis, c'est pas tellement la quantité, c'est le fait que je trouve pas du sens dans ce que je fais, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver une partie de tâches fun qui compense les tâches moins fun, ou alors, à un moment donné, en plus, il faut changer de fonction. Ceci dit, je dis pas que c'est parfait. Ça reste un domaine permanent d'interrogation sur comment on peut mieux faire cela. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis en termes de leadership, de s'accorder ses priorités. Finalement, c'est le premier rôle du manager, c'est clarifier les attentes. Quand quelqu'un est perdu, moi j'ai déjà eu ça plusieurs fois aussi dans ma carrière, c'est de voir à quel point on s'est mal compris sur les priorités ou à quel point tout prend le même degré de priorité. Et à quel point c'est aidant pour quelqu'un d'avoir quelqu'un qui peut s'asseoir à côté de lui et dire écoute, ça tant pis, si on ne le fait pas, c'est pas grave. Et même chose pour un projet, de rescoper le projet en fonction de ne pas louper ce qui est le plus important pour se perdre dans des choses qu'on aurait aimé faire mais qui sont accessoires. Donc c'est vraiment un très bon conseil de leadership. Aider à clarifier les attentes, aider à clarifier les priorités, ça peut aider les gens à sortir du dernier à un moment, tout simplement. Se dire Et non. puis cette compétence même d'être capable de structurer son travail,
je trouve que c'est une compétence qui est essentielle et qu'on n'explicite pas assez dans son apprentissage. De dire, moi je remarque les personnes que j'ai eues qui étaient une surcharge ou perdues, en fait, quand on leur demandait mais pourquoi tu es perdu, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes tâches, de prime abord, souvent, on sentait qu'en fait la personne n'était même pas à 100% sur tout ce qu'il fallait faire, elle était un peu dans le brouillard, elle n'avait pas elle-même elle n'avait pas restructuré ses tâches. Et donc, le simple fait d'aider à dire tiens, je suis capable de structurer, je suis capable de remettre de l'ordre, et ensuite, sur base de ça, de remettre de la dans ce que je fais, c'est quelque chose qu'il faut coacher individuellement. Il faut l'avoir fait une fois ou deux avec quelqu'un d'autre. Moi, je l'ai appris d'autres aussi, hein, pour arriver à le faire. Il y a des gens qui savent le faire directement, presque de manière innée. Moi, j'ai dû l'apprendre avec autrui. Ah oui. En préparant ce podcast, on parlait de performance et tu me parlais de définition explicite de what good looks like et what great looks like. Tu pourrais expliquer ça? Ben, je trouve que de nouveau, c'est une des choses que mon ancienne entreprise faisait très très bien. C'était pour aider les gens à se développer, d'être très très clair, pas uniquement sur le profil de fonction qui est un peu statique, mais sur concrètement quels sont les marqueurs d'excellence à chaque étape du développement et qu'est-ce qu'on attend de toi. Si je prends l'exemple d'un analyste dans une entreprise de consultants, de manière très concrète, qu'est-ce qu'on attend de lui au bout d'un mois? Qu'est-ce qu'on attend de lui au bout de 4 mois? Capable de faire au bout de 4 mois dans la fonction, au bout de 1 an? De manière très pragmatique. Tu es capable, pour faire l'exemple, de faire un slide. On te donne un slide à faire, on te dit il faut faire telle analyse, tu fais faire l'analyse en Excel, tu sais la mettre sur page de manière claire, la page est bien structurée, elle est compréhensible. Ensuite, on te dit un peu vaguement, mais voilà telle analyse qu'il faut faire. On va même pas te dire exactement quel slide il faut, quelle analyse, mais il faut comprendre tel problème. Tu vas trouver l'analyse et tu vas être capable de le structurer toi-même. C'est-à-dire qu'on t'a pas dit ce qu'il fallait mettre dessus. Et puis après, on va passer non pas d'une analyse à il y a un problème un peu plus complexe, il faudra trouver plusieurs analyses, trouver le chemin. Tu vas le faire, tu vas arriver à le faire. Et donc progressivement, de dire clairement ce qui est attendu et de mettre les choses de manière claire sur la table de ce qu'on attend. Parce que sinon, effectivement, c'est très dur pour quelqu'un qui se développe de voir lui-même la prochaine étape de son développement. D'ailleurs, il y a un parallèle avec les théories pédagogiques de l'éducation. En éducation, on dit pour faire une bonne éducation, il faut à la fois être explicite, être capable d'expliciter ce qu'on attend, et à la fois travailler très bien sur la zone of proximal development. Quelle est la next step du development? Parce que si tu dis à quelqu'un qui est là, directement, voilà comment être au sommet de la performance, le gap entre les deux, il est trop grand. Il faut pouvoir construire le chemin à l'amélioration progressive. Et ça, il y a très peu d'organisations qui font. Alors après, évidemment, dans une PME, c'est dur à faire, mais dans une grande entreprise, être capable de codifier les rôles, même moyennes, et de donner une définition progressive, ça aide énormément. Moi, je ne l'ai pas encore fait chez moi, j'ai pas eu le temps pour être clair dans ma nouvelle Alors, il organisation. faut probablement éviter l'excès et de tomber dans des choses qui sont trop décrites et qui laissent plus de place finalement à l'initiative de la personne qui est dans le rôle. Mais à ce titre-là, tu parles d'expliciter les choses. Dans les organisations apprenantes, on peut parler de la matrice de Nonaka et Baumard. Ce sont deux chercheurs qui ont créé une matrice entre les choses qui sont explicites ou implicites et collectives ou individuelles. Et donc, on a 4 cases possibles. Et ils ont décrit les mouvements de ce qui fait passer de quelque chose d'implicite individuel à explicite individuel, d'explicite individuel à explicite collectif. Hein, et alors, chaque fois, et donc, ça permet de faire circuler l'information efficacement dans une entreprise. C'est hyper intéressant. C'est aussi dans Ah, bah, écoute, je connais la ça. pédagogie. C'est une approche pédagogique. Intéressant. Nonaka et Baumard, on mettra le lien pour ceux que ça intéresse dans les commentaires du podcast. Euh, Bon, dans ta carrière, on comprend que tu as accompagné beaucoup de gens, que tu as travaillé toi-même sur tes capacités de coaching. Comment tu repères le talent? Euh, c'est marrant quand tu m'avais dit que tu me posais cette question. En fait, j'ai rarement eu un problème à repérer le talent. Je trouve que ça, c'est quelque chose on voit assez vite le potentiel de gens. Moi, parfois même, je trouve que, même en entretien, je trouve qu'assez rapidement, j'ai rarement été détrompé dans mon impression première ou dans mes premières impressions sur le talent. Parfois, je l'ai été, parfois, je l'ai été, avec que je vais en venir après. Mais je trouve que généralement, on sent la curiosité, on sent l'envie d'y aller. Moi, généralement, c'est la curiosité qui frappe le plus, l'envie d'avoir envie. Ce qui est dur à évaluer, c'est après la capacité à tenir cette envie, cette curiosité, à effectivement délivrer. Et ça, on le voit assez rapidement en quelques semaines au travail. Hein. Moi, je trouve que généralement, ça saute assez vite aux yeux, mais c'est peut-être moi qui me trompe. Là où je trouve que j'ai fait pas mal, j'ai fait des erreurs, et j'en fais encore sans doute, et on en revient à la intelligence multiple, c'est qu'on a tendance à toujours projeter chez autrui
enfin analyser autrui sur base de sa propre définition de ce qui est bon, et généralement, c'est-à-dire sur base de sur quoi on est bon soi-même, ou de sa façon à soi de faire les choses. Et donc on risque de juger un talent en engageant que des gens comme soi. Et donc j'en reviens à c'est un travail permanent de se dire: «Tiens, est-ce que je suis capable de reconnaître la multiplicité des compétences et des intelligences?» Et donc dire: «Cette personne-là ne pense pas comme moi. Peut-être qu'elle n'est pas comme moi une machine analytique, elle est plutôt une machine, de capacité relationnelle, mais j'en ai besoin aussi dans mon organisation, et donc je dois être capable, moi-même, d'avoir la maturité, de recrutement, puis la maturité de promotion sur la diversité des talents». Ça, je trouve que c'est un vrai, défi, sur lequel j'ai pas vraiment de recette magique, si ce n'est d'y être attentif et de l'expliciter autant que possible. Entre tes différentes carrières, donc académique, consultance et ton rôle actuel, ça te fait combien d'années d'expérience professionnelle maintenant? Alors, ça dépend si tu comptes le doctorat comme Bien expérience sûr, professionnelle ou oui, oui. pas. Moi, je pense que le doctorat, c'est un vrai job. Oui. Ça fait pas tant que ça, en fait, parce que j'ai quand même beaucoup étudié avant. Donc ça va faire maintenant, je dirais 17 ans, Ah, 18 ans. c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce que tu observes comme changement dans le monde du travail ou dans les attentes des collaborateurs là, en une 15, 20 ans? Qu'est-ce que tu vois qui évolue? Du coup, je crois que je vais malheureusement être, ici, peut-être comme pour le reste, tu me diras, éminemment caricatural ou, parce que je trouve que là-dessus, les lieux communs qu'on entend sont assez vrais par rapport aux nouvelles générations. Je trouve que l'importance du sens, chez les nouvelles générations est quand même énorme. Donc on a l'organisation dont j'ai pris les rênes il y a 1 an, beaucoup de personnes étaient parties, avant que je la rejoigne, pour rejoindre les nouveaux cabinets ministériels, donc j'ai dû beaucoup recruter, et au bout de quelques mois, c'est vrai qu'un feedback négatif qu'on a reçu de l'équipe, des nouvelles recrues collectivement, c'est: «On a du mal à voir le sens que vous n'avez pas explicité». Ce qui est marrant parce que moi, on est dans une organisation où, comme on essaye de contribuer au redressement de la Wallonie, pour moi le sens est évident. Évident pour Mais toi. en fait non, il fallait encore donc c'est marrant parce que dans l'organisation où je me disais: «Tiens, la question du sens est tellement évidente qu'elle ne mérite même pas d'être abordée», c'est pourtant le 1er feedback qui est revenu. Le deuxième feedback, c'est les 3 feedbacks qui nous sont revenus. C'est la question de l'équilibre, vie professionnelle, vie privée, où là, j'ai essayé de ne pas avoir un discours mais de vieux con, mais je vais quand même en avoir un petit peu, tu m'excuseras. Heu, hem, je pense qu'on continue à poursuivre la longue marche, de la réduction du temps de travail, de l'augmentation du temps de loisir. On était à 70 heures de travail au début du XXe siècle, on continue, et donc on continue à voir cela. Heu heu, Parfois, il est vrai que là, c'est peut-être, le vieux en moi qui parle. Je me dis: «Là, ils exagèrent quand même un peu, même pour leur carrière, ils n'arriveront pas à être au top de leur profession s'ils souhaitent l'être, s'ils ne voient pas plus leur travail aussi comme une passion et pas, comme une relation parfois un peu, je dirais purement, transactionnelle à leur travail». Mais c'est sans doute moi qui, commence à ne plus être assez jeune. Ça, c'est le deuxième élément. Et puis le troisième élément qui m'a surpris, en fait, c'était des attentes beaucoup plus fortes par rapport à la qualité du management. Je pense qu'une partie de la Ouais, droite, ouais. c'est: «Vous n'êtes pas super bon dans votre management par rapport à nous. On attend plus de clarté, meilleur feedback, meilleure organisation de votre part», et il n'est pas là. Alors il est vrai qu'on était en train de se reconstituer comme équipe, donc on repartait de zéro, donc j'estime qu'on avait un peu une bonne excuse. Mais j'ai été surpris qu'en fait le feedback était presque à notre capacité de management à nous. Ce que je trouve pas mal en fait et assez sain. Ouais, ça revient à ces boucles de feedback dont on parlait, hein. C'est valable dans les deux sens, évidemment, le feedback. C'est pouvoir en donner, puis c'est Mais pouvoir. là, c'était quand même, je me dis, j'étais surpris que cette équipe qui venait d'être recrutée s'était vue avant la réunion avec nous et nous avait fait une sorte de feuille de feedback collectif. Je trouve ça pas mal en fait. Un peu Ouais, surpris au voilà. début, mais pas mal. L'intelligence collective, effectivement. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a des tendances qui te semblent essentielles au niveau leadership au RH? Écoute, les tendances essentielles, moi j'ai travaillé pour je vais faire une métaphore à nouveau, avec le monde éducatif. Sorry, mais j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé pour un grand réseau d'écoles internationales où on réfléchissait à la réinvention de leur programme scolaire d'enseignement secondaire. Et l'hypothèse de départ, un peu en consultant, stratégique, c'est: «Ah le monde a changé, tout change et donc il faut fondamentalement, revoir l'organisation». Et en fait, la conclusion, c'est qu'en fait, le plus important dans le redesign, c'était plutôt des vérités profondes qui avaient toujours été vraies et qui restent vraies. Et donc moi, je suis plutôt dans le domaine RH, dans les enduring truths, que dans les, big trends of change.
si tu me permets de nouveau les anglicismes, c'est-à-dire dans les principes permanents. Et donc moi, je trouve que si je dois garder un élément de fond, ça reste la question du feedback. Sorry, on y revient, c'est mon dada, mais ça reste le truc qui est encore, dont tout le monde parle, mais qui est encore 10 fois trop peu développé. Et je pense que ça reste quand même le Graal du bon fonctionnement d'une organisation. Je pense qu'il y a quand même une tendance de fond qui, moi, m'anime beaucoup depuis 10 ans et qui a un peu un reflux pour l'instant, alors peut-être parce qu'il y a eu quelques excès, mais je pense que la tendance de fond reste pertinente. C'est la lutte, on y revient, contre les comportements nocifs et discriminants, et en particulier la lutte contre les discriminations en matière de genre et la création d'un milieu de travail qui soit accueillant, favorable et inclusif pour les personnes de genre féminin. Je pense que là, on a encore pas mal de travail à faire dans nos organisations, en particulier dans des organisations qui sont moins internationales, pour le dire clairement. Moi, ça m'a beaucoup frappé. J'ai beaucoup appris moi-même, en fait, j'ai une fois posé la question à une de mes équipes. Je croyais qu'en fait, mes équipes étaient parfaitement inclusives et tout va bien. Et en 2017, et puis je demande à une des membres féminines de mon équipe, mais toi, est-ce que tu t'es déjà senti mal, en fait, dans nos dynamiques d'équipe? Elle me dit, pas mal, mais mal à l'aise, parfois oui. Ah oui. Et en fait, ça s'est révélé être un ensemble de comportements qui n'étaient en rien choquants, qui ne seraient pas un cas problématique que tu considérais comme un cas problématique au niveau du HR, mais un ensemble de micro-comportements qui fait que parfois elle n'était pas 100% à l'aise dans un environnement qui, il est vrai, était majoritairement masculin. Tu te souviens d'exemples concrets de ça, de ces micro-comportements? Mais c'est des remarques, c'est peut-être un exemple concret qu'elle m'a donné. C'est, regarde, à un moment donné, vous aviez fait un truc que vous vouliez être positif, c'était lors d'un team building de faire une remarque sympathique sur tout le monde, sur chacun individuellement. Et elle m'a dit, Fred, mais est-ce que vous vous êtes rendu compte que l'ensemble des remarques positives sur les hommes se rapportaient à des hard compétences, des hard skills, et l'ensemble des compétences sur les femmes, sur des soft skills? Est-ce que ce biais implicite, tu t'en es rendu compte? Ah, elle est particulièrement sympathique, elle amène de la bonne humeur. Versus lui, en fait, il est contributif par ses compétences de problem solving. Et ça, c'était un moment où j'étais là, ah mais j'ai revu la liste après, j'étais là, ah mais oui, en fait, elle a 100% raison. Alors là, on a encore beaucoup de progrès à faire sur des choses beaucoup plus problématiques que ça. Donc je trouve quand même que le combat là, sur lequel on revient un peu, je trouve, sur la diversité et l'inclusion, on revient un peu trop en arrière peut-être. Même si je suis d'accord qu'il y a eu certains excès négatifs ces derniers temps, c'est quand même une tendance de fond. Et c'est quand même une des belles évolutions des dernières années. C'est quoi les excès? Mais les excès, c'est que... en fait, c'est quoi? Je n'ai pas envie de te répondre à la question parce que je trouve que... Alors, je jouerais dans le jeu de ceux qui disent qu'on va trop loin. Je trouve qu'il y a peut-être eu, comme dans tout mouvement social, dans tout changement social, dans tout mouvement social, il y a des excès. La Révolution française, elle a amené la démocratie. Il y a eu des excès dans la Révolution française, mais elle a amené la démocratie. Et donc voilà, je préfère me focaliser sur ce qui est bon que sur les problèmes, parce que là, je jouerais dans le jeu de ceux qui disent qu'il faut arrêter cette marche vers le progrès dans la reconnaissance et l'inclusion de tout le monde. C'est ça. Et donc, il y a encore du boulot à faire en Wallonie? Il y a du boulot à faire partout. Il y a du boulot à faire, oui, en Wallonie aussi, effectivement. Est-ce qu'il y a des changements que tu vois venir vers nous et qui t'inquiètent? Je vais revenir, on a peut-être déjà eu la discussion aujourd'hui sur l'intelligence artificielle générale. À la fois, moi je suis un techno-optimiste de nature, donc je me dis, mais magnifique, on va pouvoir découvrir encore de nouvelles choses, on va pouvoir en fait réduire les tâches qu'on n'a pas envie de faire, on va peut-être même créer une société où on aura tous beaucoup plus de loisirs. À la fois c'est génial, et à la fois quand on me dit qu'il y aura des machines aussi intelligentes que nous, ou un scénario à la Terminator, qui reste de la science-fiction, n'est plus complètement impossible, je t'avoue que ça m'inquiète un peu, et je me dis aussi, si on revient plutôt au RH, de me dire, mais oui, mais alors, quelle valeur restera-t-il à l'humain? Et quel sera le sens de nos vies et potentiellement de notre travail le jour où une machine peut faire les choses aussi bien, voire mieux que nous dans quasiment tous les domaines? Ça reste pour l'instant de la science-fiction. Mais donc c'est ce qui ne m'empêche pas de dormir la nuit, mais en tout cas ça me fait réfléchir et dans mes loisirs à l'heure actuelle, je passe un temps probablement trop important à écouter des podcasts ou à lire sur le sujet d'ailleurs. Tu développes toi-même des choses? Tu as appris toi-même à faire des développements en AI?
Alors j'ai plus le temps de le faire, j'aimerais bien, mais donc je me contente d'essayer que mes équipes le fassent. Après la force de l'AI, c'est qu'on peut très facilement faire des choses sans besoin faire des développements. Donc je suis par contre un très, très gros utilisateur de l'AI et j'ai tendance à dire à mes équipes maintenant, on avait dans notre pôle compétences, comme on l'appelle, qui est notre pôle qui s'occupe de tous les dossiers de fonds avec le gouvernement, 8 personnes, je t'en dire maintenant on en a 16. Parce que derrière chacun des travailleurs, il y a un AI agent qui fait la moitié du travail. Et c'est marrant parce que pour certains, on sent que c'est pas facile, on se sent un peu dépossédé parfois, déjà aujourd'hui, par les AI. Alors que pour moi, c'est plutôt enrichissant quand je vois maintenant la capacité que ça me donne sur un dossier à devenir intelligent sur un dossier que je ne connaissais pas du tout. En quelques heures, grâce à Deep Search, je trouve ça fabuleux. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de faire passer aux personnes qui suivent ce podcast? Alors c'est un message, parce que si tu as un public avant tout de gens qui sont impliqués dans le RH, le GRH, Oui. moi je souhaiterais envoyer un message qui est en lien avec la réunion que j'ai eue hier avec l'enseignement catholique et le lien entre l'école et l'entreprise. Je pense qu'il y a une ouverture aujourd'hui au monde de l'école de potentiellement se rapprocher du monde de l'entreprise qui n'existait pas pendant 20, 30, 40 ans. Elle n'est pas là partout, mais elle est là à plein d'endroits. Hier, on a terminé la journée avec le grand patron de l'enseignement catholique, plus de 50% des élèves en Belgique francophone, et le grand patron de l'Union wallonne des entreprises, Accor Wallonia, qui ont dit oui, on veut avancer dans ces alliances à l'échelle. Madame la ministre, avancez dans ce dossier, s'il vous plaît. Et donc j'ai envie de dire, si vous pouvez, je vous encourage, d'autant plus que ce sera une réponse à un de vos grands défis, qui est la question des pénuries de main-d'œuvre. Il faut avoir le courage d'investir maintenant dans les partenariats avec les écoles, que ce soit par la mise à l'échelle de l'alternance, ou bien des stages, que ce soit par les visites d'entreprise, allez montrer vos métiers dans les écoles. Peut-être que vous vous taperez une école qui vous dira « Ah mais horrible, l'entreprise venir dans mon école, c'est mal », mais il faut arriver à surmonter ces résistances. On ne montre pas assez la beauté de tous les métiers. Si les métiers sont en pénurie aujourd'hui, parce qu'on a une image qui n'est pas ce qu'elle est. Les métiers en pénurie sont souvent des très très beaux métiers, des métiers très riches. C'est plus les métiers staccanovistes, productivistes qu'on avait il y a 30 ans, où on répète la même tâche. En tout cas, pour la moitié, c'est plus ça. C'est des beaux métiers. Allez les montrer dans les écoles, accueillez des stagiaires chez vous. C'est la meilleure façon de répondre aux pénuries d'emploi de main-d'œuvre, celui auquel vous faites place pour l'instant. Tu parles de l'enseignement supérieur? Les deux. Je parle de l'enseignement supérieur, je parle peut-être encore plus de l'enseignement qualifié en secondaire. Okay. Alors l'enseignement supérieur, paradoxalement, c'est lui qui historiquement a le plus collaboré avec le monde du travail. Potentiellement celui qui aujourd'hui n'est pas nécessairement le plus ouvert à aller plus loin, mais donc on va y travailler aussi. Cool. Pour conclure, quel est le conseil que tu donnerais au jeune Fred Panier au début de sa carrière? Écoute, j'ai peu de regrets. Il y a quand même je me serais dit à 25 ans, prends 2 ans maintenant pour essayer de créer une start-up et de la lancer. Et je me serais dit, vois grand. N'hésite pas à croire que tu peux changer le monde. Là, je parle plutôt dans une optique strictement wallonne ou même un peu plus européenne. Quand je compare, ce qui m'a le plus choqué quand je suis arrivé dans la Silicon Valley, c'est qu'il y avait un ensemble de jeunes, alors certes brillants, mais il y a aussi des gens brillants chez nous, qui se disaient, à 25, 26 ans, voire bien avant pour certains, je vais créer une boîte et elle va changer le monde. Et ça, on n'a pas assez de gens qui le font chez nous. Et donc, s'il y a un regret que j'ai, c'est de ne pas avoir essayé. Alors, il faut être réaliste, le taux de réussite pour ce genre d'ambition, il est bas. Mais il faut que beaucoup de gens essayent pour que quelques-uns... Et je pense que même l'expérience, si on ne réussit pas, comme tu dis, either you win or you learn. On apprendrait quand même beaucoup, même de l'échec, si on avait beaucoup plus de gens qui essayaient de lancer leur propre boîte. Ou de créer au sein de leur boîte des nouveaux business, d'ailleurs. Parfait. Merci, Fred. Merci à toi. C'était un moment intéressant. Merci beaucoup. On a peu l'occasion de discuter ce genre de sujet dans un cadre avec quelqu'un déjà qui, comme toi, s'y connaît. Et puis, deuxièmement, dans un cadre qui permet d'avoir le temps d'en discuter de manière approfondie. Chouette. Merci beaucoup. C'était The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires TrendSearch et Q7 Leader. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles dans votre programme de podcast, à vous abonner et à en parler autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.